Un constat de désolation. Des arbres qui étaient totalement arrachés, des toitures totalement volées, et puis une population très sidérée. Donc tout ce que nous avions fait s'était envolé, les réseaux de communication à nouveau sont tombés. La semaine où on arrive, nous, la semaine avant, on a un gendarme qui est mort d'hyperthermie. Je suis le contrôleur général Hugues de Regnaulcourt et je suis le directeur du service départemental d'incendie de secours de l'Ain. Le directeur général de la sécurité civile a choisi parmi les directeurs ceux qui étaient le plus à même de mener cette mission. Un constat de désolation. Une fois passé la sidération du cyclone, un constat de désolation. Des arbres qui étaient totalement arrachés, des toitures totalement volées, et puis une population très sidérée. Alors déjà, il fallait organiser, puisque c'est la première fois que sont déployés autant de personnel hors hexagone. Donc près de 900 sapeurs-pompiers, sauveteurs, associations agréées de sécurité civile. Donc il fallait organiser le commandement. La deuxième chose, c'était quelque part de gagner la confiance, de prendre une place au sein de ce dispositif qui était hors norme, comme je le disais. Il y avait plus de 1000 militaires, il y avait plus de 1000 policiers, plus de 1000 gendarmes. Donc il fallait que la sécurité civile également puisse prendre part à ce travail qui était en interservice, coordonné par le préfet de Mayotte. Il fallait pérenniser l'hôpital de campagne que l'on avait installé, essayer de faire en sorte que les services publics puissent fonctionner puisque tout était anéanti. Et puis très vite, on s'est mis en préparation du deuxième cyclone qui nous était attendu, qui nous était annoncé par Météo France, avec des points presque tous les 2 heures de cette évolution, et donc un travail de préparation de l'arrivée de ce cyclone. Il y avait en plus ce stress de se dire il y a un nouveau cyclone qui arrive, et donc sur un habitat et une population plutôt démunie, plutôt affaiblie, et donc il y avait cette mobilisation qu'il fallait préparer. Alors déjà, on a un certain nombre d'outils, un certain nombre de réflexes, de repères que l'on a au quotidien. On parle de protection des personnes, on parle de protection des biens, de l'environnement, des animaux aussi, même s'il ne restait plus beaucoup d'animaux et la faune et la flore ont été dévastés. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on a un travail d'anticipation et on a un poste de commandement. J'avais 45 personnels qui étaient avec moi, et la grande chance que j'ai eue, c'est d'avoir des gens de tous horizons qui ont pu faire un travail de planification, d'anticipation. Donc ça a permis aussi de prioriser. Il faut imaginer aussi qu'après le cyclone, il n'y avait plus de structure hospitalière à même d'accueillir cette population qui est très jeune en plus, puisque 50% de la population a moins de 18 ans. La deuxième chose, c'est de préserver, de protéger les bâtiments sensibles. Il faut imaginer une préfecture sans toit, un centre opérationnel départemental avec des fuites d'eau un peu partout, un centre hospitalier, comme je vous l'ai dit, dont les plateaux techniques étaient aussi touchés, un tribunal sans toiture, voilà, donc un certain nombre d'infrastructures qu'il fallait remettre en état. Et puis dernière chose, nous avions en charge la logistique de la gestion de crise. Donc à la fois gérer le port qui avait lui aussi souffert par rapport au premier cyclone, mais aussi tout ce qui était fret aérien en lien avec la Réunion, et donc acheminer, soit par voie aérienne, hélicoptère, soit par voie routière ou par voie maritime, les denrées. Que ce soit les denrées alimentaires, que ce soit de l'eau, que ce soit des bâches, enfin tout ce qui est produit de première consommation. Donc voilà, donc trois objectifs qui m'avaient été fixés. Effectivement, la rusticité était un facteur prédominant. Les personnels, du matin à 7 h, en tout cas nous au PC, jusqu'au soir 21 h, 22 h, c'était sans relâche. Et les personnels, eux, qui en plus travaillaient sur les toits, devaient être en très bonnes conditions physiques, et puis s'habituer à vivre dans des conditions assez précaires. Donc effectivement, quand vous travaillez sur des toits et qu'il fait 35 degrés avec la réverbération, c'est important. Au début, il y avait 1 à 2 litres d'eau par personne
par jour. Donc quand vous faites un effort physique, c'est insuffisant. Donc il fallait gérer cela. La semaine où on arrive, nous, la semaine avant, on a un gendarme qui est mort d'hyperthermie. L'alimentation aussi, nous avons fonctionné avec des rations pendant plusieurs semaines. Enfin, c'est encore le cas, mais pendant plusieurs semaines. Ensuite, vous imaginez dormir aussi dans des dortoirs de 40 à 50 personnes. Et puis, je parlais de l'eau, la douche était très limitée. Et donc, il faut vivre avec tout ça, plus les conditions de moustiques, de mouches. Et puis, évidemment, pas d'écart possible. Il n'y a pas de, hormis la ration qu'on vous donne le matin, il ne faut pas s'aventurer à essayer de manger autre chose. Alors, la population, enfin, j'ai parlé de sidération, mais la population finalement est très fataliste. Et quelque part, c'était pas une population qui criait, qui râlait parce qu'elle n'avait pas de secours ou qu'elle n'avait pas faim. Puisque de toute façon, avant Chido, avant la tempête Chido, il y a toute une partie de la population qui était habituée à un certain nombre de manques. C'est pas nos repères. Donc il y a déjà une phase d'acclimatation. Vous avez la plus grande maternité d'Europe. Vous avez près de 10 000 accouchements, sauf que quand vous avez plus de maternité, les accouchements se font là où ils peuvent. Donc déjà, vous avez une trentaine, quarantaine d'accouchements par jour. Donc c'est déjà l'appréhension de ce monde-là. Et puis, quelque part, c'est revenir un peu moi, ce qui m'a marqué, c'est finalement de revenir un peu en arrière, sans que ça soit péjoratif, puisque les moyens avaient été détruits. Mais je me suis imaginé, il y a 20-30 ans en arrière, à faire avec, comme on disait, les moyens du bord. Et c'est là qu'on voit l'ingéniosité aussi de nos sapeurs-pompiers ou de nos sauveteurs des USC, c'est qu'on a fait avec les moyens du bord. C'est ce décalage, effectivement, qui m'a surpris entre ce qu'on a aujourd'hui, nous, et la chance qu'on a d'avoir ce qu'on a en métropole, dans l'Hexagone, et puis le fait qu'on a un département qui est totalement amoindri. Bien sûr, bien sûr. Je ne suis pas sûr que mon président ou madame la préfète me laisse repartir 3 semaines, mais ça serait un grand honneur également d'y retourner. Là-bas, on se satisfait de peu de choses. Et chez nous, parfois, on a des réactions qui peuvent être un peu exagérées. Le fameux toujours plus. Certes, il y a des choses que l'on peut entendre. Donc il faut que je reprenne un peu cette patience, ce dialogue, cette écoute. Mais en termes de positionnement, c'est plutôt plutôt la résistance qui a été testée, sûrement le savoir-être, le fait d'être calme par rapport aux événements. Donc ça, c'est quelque chose que je pense pouvoir garder. On a des sapeurs-pompiers de l'Ain qui sont partis, on a des sapeurs-pompiers qui sont aussi en Nouvelle-Calédonie. On voit bien que de plus en plus, les sapeurs-pompiers de France sont appelés à partir à l'extérieur. Et le département de l'Ain, qui est souvent appelé en renfort, notamment dans le sud de la France, de par nos moyens, nos compétences, sont aussi sollicités pour partir sur d'autres missions. Et je pense que c'est plutôt satisfaisant pour le directeur que je suis, mais aussi pour les Indinois, de savoir qu'on peut compter sur ces sapeurs-pompiers, y compris à l'extérieur.